Bonsoir Marc Fayet. Bonsoir Bertrand. Alors, déjà un grand merci de nous recevoir dans ce théâtre de Paris. On est à 2h30 du début de la représentation de Marie et Femme, l'adaptation théâtrale du film de Woody Allen. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, on va entamer une série de 3 entretiens. Et pour l'instant, premier entretien, ça sera essentiellement sur vous pour faire plus ample connaissance. Alors ma première question, c'est un peu une séquence émotion, retour en arrière. Vous avez fait vos études au Conservatoire de Marseille, puis à l'ENSAT, j'ai vu, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Quel souvenir vous gardez de cette période? Qu'est-ce que vous retenez de cet enseignement? L'enseignement, déjà, c'est la rencontre avec un univers qu'on ne connaît pas, puisque je ne suis pas d'une famille d'artistes, pas particulièrement. Ce qui fait que ce qui était fascinant au Conservatoire de Marseille, déjà, c'était de rencontrer d'autres jeunes qui étaient dans la même situation que moi, qui venaient pour découvrir le théâtre. Alors, c'était très amusant parce que j'ai presque appris à parler à Marseille, puisque étant marseillais, j'avais un accent très très fort, et nous avions une professeur qui, pendant la première année, se chargeait surtout de nous faire gommer l'accent qu'on pouvait avoir. Pas dans la vie, si on veut le garder dans la vie, c'était une chose, mais si on pouvait interpréter Molière sans accent, ce serait quand même mieux. Donc, ce que j'ai appris, c'est ça. C'est au début, c'est cette rigueur de se dire que le théâtre, c'est pas uniquement de la représentation, c'est aussi de la diction. Donc, la diction, pour moi, était un exercice très important qui m'a permis d'aborder les textes et de savoir donner du corps aux mots, aux phrases et la respiration. Donc, c'est toute la partie très technique que j'ai appris à Marseille pendant les 2 ans que j'ai passé au Conservatoire de Marseille. Vous aviez quel âge, là? J'avais 19 ans à ce moment-là, de 19 à 21 ans. Et à 21 ans, ensuite, je suis venu à Paris pour suivre les cours de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui maintenant est à Lyon depuis une bonne dizaine d'années, même si c'est un peu plus, mais qui était donc à l'époque rue Blanche, c'est ce qu'on appelait le centre de la rue Blanche, qui était à 50 mètres d'ici. Oui, absolument. Et alors là c'était un autre niveau, c'est-à-dire que là, on avait accès à des professeurs qui étaient des gens qui étaient dans le théâtre de l'époque. La professeure que j'avais au Conservatoire de Marseille est une femme qui n'avait pratiquement pas joué, je dirais, ou très très jeune. Elle était déjà assez âgée, donc on avait une vision très classique du théâtre. Et arrivé à la rue Blanche, c'était un regard beaucoup plus contemporain sur le théâtre d'aujourd'hui, enfin de l'époque, dans les années 80, au moment où j'ai suivi cette école. Et là, ça a été un deuxième niveau de rencontre, puisque ça m'a permis aussi de lier amitié avec tous les acteurs et les actrices de ma génération, ceux qui continuent à faire ce métier aujourd'hui, que je peux voir, et puis ceux qui n'ont plus fait ce métier parce que les chemins, les uns et les autres, nous ont éloignés ou rapprochés du théâtre. José Paul, par exemple? José Paul, non, je l'ai rencontré un peu plus tard. C'est une troisième époque où, après être sorti de l'ENSAT, j'ai très vite travaillé dans les cafés-théâtres. Et José est issu du café-théâtre, en l'occurrence des Blancs-Manteaux. Moi, j'étais de l'école du point-virgule. Et puis très vite, on s'est rencontrés, puisqu'il y avait le rendez-vous des amis, qui était un café qui faisait l'angle, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et rue des Blancs-Manteaux. Et là, on s'est liés d'amitié il y a donc très très longtemps, plus de 30 ans. Et on savait qu'on avait des désirs de théâtre ensemble. Et on n'a eu que de cesse après de progresser et réussir à monter nos pièces. Alors justement, j'allais vous poser la question sur ces années point-virgule. C'est des années, avec le recul, plutôt des années bonheur ou des années galère? Bonheur parce qu'on jouait tous les soirs, et ça c'est formidable de jouer pendant des mois et des mois tous les soirs. C'est un formidable apprentissage. Alors effectivement, c'est le point-virgule, c'est une petite salle, il y a 50 places, un plateau minuscule, mais on travaillait sur des formes qui s'adaptaient à celui-là. Et puis il y avait la proximité. Ça aussi pour vaincre les peurs, c'est-à-dire que lorsqu'on est en cours, lorsqu'on est à la rue Blanche, lorsque j'ai fait la rue Blanche, on jouait devant des grandes assemblées, des grands théâtres. Et là, on se retrouvait à proximité, on jouait sur les genoux des gens, d'une certaine manière. Donc il y avait aussi ce rapport qui nous disait qu'il fallait trouver cette proximité, cette complicité, qu'on ne travaillait pas forcément. On travaillait la théâtralité dans ce sens le plus large. Et là, au café-théâtre, au contraire, il fallait resserrer et travailler l'efficacité et la proximité. Alors, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Le grand public vous connaît surtout pour votre rôle de Bruno dans Un petit jeu sans conséquence, qui vous a valu en 2003 le Molière de la révélation théâtrale masculine. Alors, au-delà de l'immense satisfaction, je suppose qu'une telle distinction peut vous procurer. Est-ce que ce Molière vous a véritablement ouvert les portes? Est-ce que vous a déroulé le tapis rouge? Est-ce qu'il y a eu des rôles que vous avez obtenus
avec ce groupe? Non, parce que ça ne se passe pas de cette manière-là, d'autant plus que j'étais identifié avec toute l'équipe du Petit Jeu sans conséquences, José Paul, Gérard Lucine, Elisa Maillot, Valérie Carcenti. Nous étions identifiés comme une équipe. Parce qu'en fait, j'ai été découvert d'une certaine manière par le grand public et le public du théâtre, parlons plutôt du public du théâtre plutôt que du grand public, mais, et puis des professionnels qui ont considéré que Valérie Carcenti et moi-même méritions d'être les révélations de l'année à l'époque. Mais les professionnels, quels qu'ils soient, savaient que notre parcours était un parcours, je dirais, de troupe. Ce qui fait que je n'ai pas eu de proposition à proprement parler à la suite de ça, pas du tout. Et d'ailleurs, les années qui ont suivi, nous avons continué à tisser notre fil, à tracer notre chemin avec José et mes camarades, puisque nous sommes devenus producteurs. Et puis après, j'ai écrit mes pièces, et après, nous les avons jouées, et puis José les a mises en scène. Donc, on ne peut pas dire que l'impact d'un Molière, à moins de le faire fructifier soi-même, si j'avais décidé, par exemple, de passer des coups de fil à tous les professionnels en disant, voyez, j'ai eu un Molière, peut-être que vous pouvez m'envisager dans des pièces. Je ne sais pas faire ce genre de démarche, et j'ai préféré être concentré sur les projets qui étaient les nôtres, ce qui fait que j'ai continué à faire des choses formidables aussi. J'ai fait des petits à côté, bien entendu, à part notre équipe. Pas mal de télévision. Ça m'est arrivé, mais sur les propositions, non, on ne peut pas dire qu'elles ont influé. Mais c'est pas grave, ça ne me posait pas de problème. Alors, il y a eu en 2015 ce Molière de la comédie pour votre pièce Des gens intelligents. Alors, une question bête, je me suis autorisé une question bête. Vous savez, dans la série Tu préfères qu'on te coupe le bras ou la jambe, s'il fallait vraiment choisir, qu'est-ce que vous retiendriez plus, le Molière de la révélation théâtrale ou celui de la comédie? Quel est celui qui vous a le plus touché? Ce sont deux plaisirs et deux bonheurs différents. Je dirais que c'est équivalent. La reconnaissance de l'acteur grâce à la révélation, c'est très très flatteur, bien entendu. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, non seulement j'avais eu le Molière de la révélation, mais le spectacle avait eu celui de la comédie, mais le metteur en scène Stéphane Hillel avait eu celui de la mise en scène, mais Valérie Carcenti la révélation féminine. Donc c'était une reconnaissance quand même d'équipe. Et malgré tout, effectivement, celui qu'on m'attribue, que je prends parce que je suis la révélation masculine, ça c'est toujours très oui, et puis très émouvant parce que la famille, tout à coup, se rend compte qu'on a bien fait de faire ce métier, qu'on ne s'est pas trompé et qu'on représente quelque chose. Après, celui de 2015, pour la comédie, alors là, c'est un autre bonheur parce que celui de la comédie, c'est l'ensemble, c'est la mise en scène, c'est l'écriture, c'est mes camarades, donc tout est lié et ça représente aussi ce que je recherche au théâtre, une famille qui est reconnue, une famille qu'on suit, une famille qu'on aime, qu'on apprécie, et pour moi c'est ce que ça représentait, et qui est considéré surtout par les professionnels comme des gens faisant du travail de qualité. Donc c'était un autre plaisir. Donc j'ai pas de différence, moi. Ils sont tellement différents, et puis ils sont à plus de 10 ans d'écart. Donc elle n'était pas si bête, ma question. En tout cas, la réponse est intelligente. Oui. Alors, vous parlez de la famille du théâtre. Moi, j'ai envie de parler là, de la vraie famille, enfin la vraie famille, la famille du sang. Restons en 2015, avec cette pièce que vous avez écrite, À chacun sa Madeleine, vous me voyez venir, mise en scène par Juliette, votre fille. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du pitch de la pièce, très original apparemment, il y a une question de pâtisserie, et puis après on parlera de la mise en scène de votre fille. Des liens du sang. Au départ, c'était la pâtisserie des rêves qui, pour célébrer les 5 ans de son existence, qui est donc la pâtisserie, une très très bonne pâtisserie, comme chef pâtissier Philippe Conticini, et Thierry Tessier, qui était l'initiateur de la pâtisserie des rêves, qui était un très très vieil ami, voulait marquer le coup pour les 5 ans. Il m'avait demandé de créer un spectacle qui pouvait proposer à ses clients habituels, à la presse, enfin aux gens. C'était dans un théâtre ou... C'était ici que nous l'avons joué. Donc, comme je jouais ici, c'était beaucoup plus pratique. Donc, on l'a joué une fois et Stéphane Hillel, qui avait assisté à la représentation, a dit tiens, c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter. Au début, c'était uniquement un showcase, comme on pourrait dire. C'était une représentation exceptionnelle, privée. Et puis finalement, on l'a développé. C'est devenu le spectacle, c'est un petit peu étoffé. Et puis, je l'ai joué. Alors, l'originalité de ce spectacle, bien entendu, c'est que j'évoquais des souvenirs d'enfance, les miens, ceux que j'avais pu récolter, ceux qu'on avait pu écrire et que je lisais. Et puis, tout au long du spectacle, les spectateurs pouvaient déguster certaines pâtisseries. Il y en avait 6 dans une boîte. On leur remettait une boîte à l'entrée, 6 pâtisseries différentes qui, à des moments
précis venait ponctuer tous mes récits. Alors, dans le spectacle, je citais une trentaine ou une quarantaine de pâtisseries, mais on n'en goûtait pas autant. Mais à des moments bien précis, on les dégustait ensemble. Et ça, effectivement, c'est très, très original. Et ce qui est très amusant, c'est que les gens étaient très respectueux quand ils arrivaient avec la boîte. Au début, dans la salle, ils n'osaient pas l'ouvrir, même si on leur avait rien dit. Et ils n'osaient pas l'ouvrir, et ils ne l'ouvraient que lorsque je leur donnais l'ordre, d'une certaine manière, et ils ne dégustaient telle ou telle pâtisserie que lorsque je leur disais c'est le moment. Et ce qui faisait que ça faisait travailler énormément et la mémoire collective, la mémoire affective, bien entendu, les saveurs, puisqu'on l'avait en direct, et puis tout ce que ça pouvait permettre comme travail de souvenirs chez les uns et chez les autres. Donc c'est un vrai moment d'échange, non seulement parce qu'ils mangent, mais aussi parce que tout ce que je peux leur raconter ont des échos dans leur propre histoire. Chaque fois, on a des souvenirs communs qu'on transpose après. Et les situations que je donnais ne pouvaient qu'inspirer et réanimer et réactiver les souvenirs de chacun. D'accord. Alors parlez-nous un peu de votre fille. C'était votre première collaboration avec Oui, Juliette? Oui, absolument. Première collaboration. Ça a toujours été... elle a 21 ans, ma fille. Quelqu'un de très attentif à ce que j'écrivais. Elle lit toujours presque en exclusivité mes pièces. Ce qui fait que j'ai un premier avis. Et lorsque ce spectacle, qui est un spectacle très intimiste, s'est décidé, je me suis dit que ça pouvait être celle qui serait le plus à même, comme ça, de pouvoir me diriger, même si elle n'osait pas vraiment me diriger, mais en tout cas, donner son avis sur certaines choses, et à la fois sur la construction du spectacle, et sur moi, tout seul, sur le plateau. Ça lui permettait aussi de mettre un pied dans le métier, d'une certaine manière, d'apprendre un peu ce que c'est, de découvrir la lumière, le son, et puis d'avoir cet œil extérieur, la responsabilité que je lui donnais en disant, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien que la musique arrive à ce moment-là, le niveau est assez bon, la lumière, je suis bien placé, et toutes ces choses-là très basiques lui ont permis d'amorcer un peu et de sentir ce que c'était que ce travail d'immersion théâtrale quand on est regard extérieur ou metteur en scène pour être plus large. Et il y a d'autres projets avec elle? Pas pour l'instant. Il y en a effectivement, mais là où je l'intègre en tant que comédienne dans un prochain projet. Ah, le comédienne aussi? Oui. D'accord, très bien. Et jouera avec vous? Non, moi je ne jouerai pas dans la pièce. Ça va être sacré quelque chose. Oui, quand même, là, non, là, je me méfie. Pas capable de faire non, ça? pas encore, pas encore. Je préfère la distribuer dans une pièce que j'aurais écrite, que je mettrai en scène éventuellement ou pas, mais jouer avec elle, non, mais je peux me retrouver à un moment donné avec une pièce que j'aurais écrite et une évidence s'imposera en me disant, bah tiens, il faut que je joue avec ma fille. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, on va terminer cet entretien par une devinette. Oui. Qui a dit du théâtre, encore du théâtre, mais du vélo, toujours du vélo? Ça, ce serait peut-être moi, mais il y en a peut-être un autre qui l'a dit. Non, c'est vous, absolument. Alors, votre passion sur le vélo, paraît-il, vous vouliez gagner le Tour de France? Oui, enfant, oui, bien sûr, j'ai rêvé beaucoup de gagner le Tour de France. Bien sûr, c'est quand même pas évident. Avant de rêver de rentrer à la Comédie Française, et je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Comme quoi. Vous avez bien réussi quand même. Mais je continue à faire du vélo et je continue à faire du théâtre. C'est vrai, vous en faites du vélo? Oui, beaucoup. Vous n'êtes pas arrivé en moto tout à l'heure? Oui, bien sûr, mais dans Paris, jamais. Moi, je fais du vélo de course, de vélo de route. Donc, non, la petite balade dans Paris, ça ne m'intéresse pas. Marc Fayet, merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Bertrand.